Bonjour à tous, deuxième journée de ces 15e rencontres. J'espère que la nuit s'est bien passée, que vous avez été bien logés, que vous avez bien mangé hier soir, que tout s'est bien passé, que vous êtes en pleine forme pour écouter les tables rondes qui, aujourd'hui, on a prévu quand même quelque chose d'un peu plus light que l'année précédente, parce que c'était assez soutenu. On a 2 tables rondes ce matin, une cet après-midi. On a du temps pour discuter, du temps pour dialoguer avec les intervenants. Je pense que ça va vous plaire encore aujourd'hui. Et Olivier, qui a très bien réalisé la journée d'hier, est en pleine forme pour celle d'aujourd'hui. Vas-y Olivier. Merci Philippe. Bonjour à tous. Bon, écoutez, alors on part tout de suite sur la table ronde le numéro 3. Donc, je vais appeler tout de suite les intervenants à cette table ronde. Cécile Courrèges, qui est directrice générale de l'offre de soins. Dominique Pont, qui est directeur médical de la clinique à Toulouse. Raphaël Roger, qui est président de la fédération des URPS régionales de Centre Val-de-Loire. Et puis Didier Simon, qui est directeur de Land Santé. Voilà, si vous pouvez nous rejoindre sur le plateau, ce serait génial. Le thème de cette table ronde, c'est équipe et qualité. Et pour ceux qui sont d'une génération où il y avait encore des chaînes stéréo, on avait coutume de dire que ce qui fait la qualité moyenne du son qui sort d'un appareillage, c'est l'élément le plus mauvais, en fin de compte. Vous pouvez avoir des baffles extraordinaires, mais si vous avez un ampli qui ne tient pas la route, ça ne fonctionne pas. Et ben, on va se retrouver à discuter des mêmes choses. C'est que si on veut de la qualité, il faut que chacun des éléments d'une équipe, en particulier dans un parcours de soins, soit quelqu'un de qualité et qui puisse envisager de travailler en partenariat et en transversalité avec tout le monde. Alors, je me retourne tout de suite vers Cécile Courrèges. Cécile, la qualité pour la DGOS, ça recouvre quels critères, quelle réalisation, le sujet était surtout la qualité et les équipes. Je pense que c'est sur ce sujet-là plus particulièrement. Et là, on est effectivement au cœur de toutes les évolutions qu'on est en train de s'essayer de porter. Puisque qualité et équipe, ça renvoie à 2 sujets et à 2 questions différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut traiter la qualité sans se préoccuper de l'équipe ? Et le deuxième sujet, est-ce que l'équipe est un facteur de qualité, le travail en équipe est un facteur de qualité? C'est à ces 2 questions-là qu'on doit aujourd'hui pouvoir répondre. Est-ce qu'effectivement on peut traiter qualité sans traiter équipe aujourd'hui? Je pense que c'est de plus en plus compliqué et je le dis clairement, je pense que demain ce sera encore plus compliqué. C'est vrai que traditionnellement, historiquement, on a plutôt traité la qualité au niveau de la pratique individuelle, ou autrement effectivement aussi au niveau d'une organisation générale. C'est le principe, par exemple, de la certification des établissements de santé. Et en oubliant au passage, effectivement, un échelon intermédiaire qui était celle de l'équipe et de l'équipe de soins. Aujourd'hui, je pense qu'on prend aujourd'hui de plus en plus conscience que c'est à ce niveau-là aussi que les enjeux de qualité se posent. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi des programmes, notamment dans le cadre de l'HAS sur Pacte, qui travaillent effectivement au niveau de l'équipe de soins et que progressivement, tous nos outils de mesure de la qualité ou d'accompagnement de la qualité, on les repositionne aussi de plus en plus au niveau de l'équipe. C'est d'ailleurs dans le cadre de la réforme des autorisations qu'on a engagée. Clairement, on a reposé la question de savoir aujourd'hui, est-ce que c'est pertinent de rester dans une logique d'autorisation qui positionne le regard au niveau de l'entité juridique ou au niveau du praticien seul, dans le cadre notamment des analyses de seuil, ou est-ce que effectivement maintenant c'est l'équipe dans son ensemble qu'on doit prendre? Et quand je pose cette question, la réponse elle est bien sûr dans la question elle-même. Un bloc très difficile d'apprécier la qualité sur un bloc ou d'avoir des exigences de qualité si on s'intéresse uniquement au niveau du chirurgien, sans s'intéresser à sa relation avec l'anesthésiste ou sans s'intéresser à son environnement et notamment tous les professionnels qui l'accompagnent dans l'exercice effectivement des interventions qu'il peut être amené à faire. Et donc on voit bien aujourd'hui que c'est cette échelle-là qu'on doit faire, avec une notion d'équipe quand même qui est compliquée aussi à prendre, parce qu'à la limite le bloc est un environnement immédiat, clair, identifié. Mais une équipe, ça peut être aussi des professionnels qui sont à différents endroits et à différents niveaux et qui travaillent ensemble. En ambulatoire, ça va être la question qui va se poser avec les équipes de soins, notamment les équipes de soins primaires, par exemple, où effectivement des professionnels se réunissent autour d'un patient ou d'une patientèle, mais ne sont pas nécessairement en exercice immédiat
ensemble. Donc ça permet effectivement de mesurer le sujet. Alors comme je disais, pour nous, clairement, demain, c'est dans cet espace-là qu'on veut de plus en plus travailler. J'ai à côté de moi le Centre Val-de-Loire qui a avancé très fortement sur la question de l'exercice coordonné sur toutes ces formes. Pour des professionnels de Centre Val-de-Loire ou des professionnels de Mayenne que je connais bien, aujourd'hui, l'exercice coordonné, l'exercice en équipe, c'est, je dirais, l'exercice quotidien et sans doute encore plus demain. Et effectivement, dans l'intuition collective, il y a aussi le fait que ce travail en équipe doit aussi demain être un élément qui doit favoriser la qualité. On est aujourd'hui effectivement face à des prises en charge du fait du vieillissement de la population et aussi des progrès bien sûr de la médecine et des thérapeutiques qui nécessitent des prises en charge beaucoup plus longues avec beaucoup plus d'intervenants et de besoins de prise en charge différents, y compris qui vont dans le champ social et médico-social. Si on ne s'intéresse qu'à un élément de l'acte de soins, on ne saura en aucune façon être garant que la prise en charge de son ensemble et le parcours de son ensemble, effectivement, est adéquat, pertinent et adapté aux besoins de la personne. Et donc là, on est sur un enjeu majeur qui est demain, effectivement, de porter notre regard sur ce parcours dans son ensemble, sur cette coordination dans son ensemble, et de permettre et outiller les acteurs pour que, effectivement, cette coordination soit un facteur de qualité, ce qui renvoie à beaucoup d'enjeux, notamment sur le partage d'informations, qui est quand même une des conditions initiales et de base, ce qui renvoie aussi à avoir des modes de financement qui accompagnent ces enjeux-là, ce qui suppose aussi des enjeux de formation. Voilà, on va toucher à partir de ça, si on tire le fil, on va toucher tous les enjeux qui se posent à notre politique de santé, notamment à notre politique territoriale de santé. Alors, j'ai une question complémentaire. Vous êtes à la tête d'une administration centrale qui a plutôt comme habitude, c'est un constat, c'est pas une critique, de produire de la norme. Et beaucoup de normes. Et tellement de normes d'ailleurs que c'est pas facile toujours de suivre quand on est un acteur de terrain. C'est un changement culturel fondamental. Si on veut véritablement avoir une vraie politique de qualité, il va falloir que, au lieu de produire de la norme, on puisse produire de l'encouragement, de la mobilisation. Comment on peut mobiliser une administration centrale ou une administration territoriale justement pour favoriser la mobilisation des acteurs de terrain autour de la question de la qualité? Alors, je vais dire très, très clairement, moi, un de mes enjeux en tant que directeur d'administration centrale, c'est d'être de moins en moins dans la production de normes demain. Alors, par contre, il y a des sujets qui nécessitent de la norme. Quand je parlais du régime des autorisations demain, clairement, quand on pose des conditions techniques de fonctionnement qui sont donc juridiquement opposables, il faut bien une norme. Mais sur le sujet de la qualité, c'est bien évidemment moins par la norme qu'on va pouvoir faire avancer ce sujet-là. Parce que d'abord, il y a une condition, une conviction. Si on part, si on ne reste pas que sur les enjeux de qualité liés, je dirais, au repas ou des choses comme ça, très vite, si on rentre sur la prise en charge, on est obligatoirement dans du médical. Et on est obligatoirement, à un moment donné, dans le fait qu'on doit travailler, ces sujets-là, on ne peut les travailler qu'avec les professionnels. Ce n'est pas avoir de la norme qu'on les fait travailler ensemble. D'abord, il nous faut des référentiels. Ces référentiels, ils doivent être travaillés avec les professionnels, ils doivent renvoyer à la pratique des professionnels, parce qu'à la fin, ils doivent se retrouver dans la pratique des professionnels. Et ça, ce n'est pas effectivement une administration centrale seule dans son bureau qui peut édicter ces référentiels-là. On s'appuie sur des agences, sur des compétences qui travaillent avec les professionnels. Et ensuite, effectivement, c'est sur le terrain que ça se traduit. Donc là aussi, ce n'est pas effectivement la norme qui va permettre que sur le terrain, ça prenne. Par contre, on peut créer un environnement qui va y être favorable. Je disais la question des modes de financement. Si on n'accompagne pas l'évolution de l'exercice en équipe par des modes de financement qui sont à cette échelle-là et qui s'accompagnent effectivement d'une modulation qui permet de prendre en compte ces enjeux de qualité ou de sécurité, au bout d'un moment, on va avoir du mal à faire bouger fondamentalement les lignes. Donc il faut effectivement que par rapport à tous les outils qu'on peut disposer, on puisse aussi prendre en compte ces dimensions-là, à la fois, notamment en encourageant, en accompagnant la réalité des pratiques individuelles ou collectives. C'est plutôt aujourd'hui cette philosophie-là, et je pense partagée aussi par les agences régionales de santé. Christophe Lalonde interviendra après, et je pense qu'il sera complètement dans cette logique-là. On est effectivement, et sur la qualité encore plus peut-être que sur d'autres sujets, sur une obligation de changement complet de posture.
on est effectivement dans une logique d'accompagnement, de co-construction. Et puis derrière, je dirais de faire confiance aux professionnels. Et une fois qu'on a pu travailler avec eux et les outils, les instruments et l'environnement qui les permet de favoriser ce cadre-là, les laisser exercer aussi à un moment donné. C'est un beau message. Dominique Pont, patron d'une clinique, comment ça se gère au jour le jour, les questions de qualité, et en particulier la qualité moyenne d'une équipe ou d'un établissement, et d'une certaine manière sa réputation dans le terrain sanitaire, dans le bassin de vie, par rapport aux autres établissements et par rapport à la médecine libérale. Comment, quand on est un manager, on aborde ces questions de qualité et comment on mobilise les équipes autour de ça? Ben, on galère. C'est pas facile. Moi, la façon dont je ressens les choses, en tout cas ma conviction intime par rapport à ces sujets, c'est que sur les sujets de l'équipe, sur les sujets de la qualité de l'équipe, sur les sujets managériaux, en fait, moi, je vais vous le dire comme je le ressens, je pense qu'on fait fausse route. Ouais, moi, je pense qu'on se trompe. Je pense qu'on essaie dans la santé de copier avec 20 ans de retard des modèles qui sont déjà moisis dans l'industrie. Voilà comment je ressens le truc, moi. Parce que quand on réfléchit en gros à l'histoire du management dans l'industrie des 30 dernières années, en gros, on est passé d'un modèle de management paternaliste où on infantilisait les gens à aujourd'hui un modèle de management basé sur les processus, les indicateurs, où on les robotise. Mais on n'est jamais passé par la case « je fais confiance à l'individu, je fais confiance à la personne ». Alors aujourd'hui, avec les problèmes de malaise dans les hôpitaux, les gens qui vont mal, le burn-out, tout ça, on dit on a oublié l'humain. C'est une vaste blague. Vous voyez la scène, Robert, ça fait 50 ans qu'on a oublié l'humain dans le monde du travail. Oh, la bourde. Non, c'est pas vrai. C'est pas qu'on a oublié l'humain, c'est qu'on a méthodiquement et volontairement annihilé l'être humain dans le monde du travail. Voilà. Il suffit de regarder le vocabulaire même dans le monde du travail. Toute dimension émotive, affective, c'est-à-dire ce qui fait vraiment l'être humain, ça a été éliminé. Si on ne parle jamais, je ne sais pas quoi, d'idéal, d'enthousiasme, on va vous parler de valeur, de motivation, c'est-à-dire des mots totalement désincarnés. Et le mot le pire, celui pourtant qu'on essaye de plus en plus d'introduire dans le secteur de la santé, comme on l'a fait dans l'industrie, en cramant globalement les êtres humains, c'est le mot management qui pour moi est le cancer de l'organisation au travail. Le management, il n'y a rien de pire en fait. Le management, c'est horrible. Vous savez d'où ça vient le mot management? Ça vient de l'italien maneggiare, qui est un terme d'équitation qui signifie tenir en main les rênes d'un cheval. Ouais, mais moi, quand j'étais petit, ça me faisait pas rêver de tenir des gens en laisse. Hein. Moi, je voulais être un homme libre et un homme aimant. Alors maintenant, comment on fait par rapport à tout ça? Comment on se positionne? Moi, ce que je crois, c'est que dans le secteur de la santé, il y a une spécificité. Et pourtant, j'ai longtemps travaillé dans l'industrie. C'est pour ça que je suis attaché à ce secteur. C'est que je crois que dans la santé, c'est un secteur particulier où, en gros, ce sont des êtres humains qui essayent de prendre soin d'autres êtres humains. Donc si nous, on n'est pas humaniste, mais qui va l'être? Donc moi, une de mes propositions, c'est d'essayer, je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais d'essayer de remplacer le mot manager par le mot aimer et de voir ce que ça donne. Et ça change un paquet de trucs quand même. Hein. Parce que vous voyez, par exemple, un organigramme dans une organisation, avec le conseil de bienveillance, le président amoureux général, la bien-aimée des ressources humaines, l'amant administratif et financier, les amoureux de service, vous voyez, ça change quand même l'ambiance. Hein. Ben moi, je crois que ça, le vrai programme, c'est ça, c'est-à-dire de dire bien sûr qu'il faudra des process, bien sûr qu'il faudra des organisations, des indicateurs, mais quand même faisons confiance aux gens, quoi. Aimons-les. Voilà, rendons-leur ce qu'ils veulent être, c'est-à-dire des êtres humains qui prennent soin d'autres êtres humains. Et je crois vraiment qu'il y a un créneau dans le secteur pour faire de la qualité centrée là-dessus. Et je suis persuadé qu'une fois qu'on fait confiance aux gens, les gens ils réinventent les process, les gens ils reposent des organisations pragmatiques. Mais seulement on nous a tellement pris la tête, il y a tellement un schéma de pensée unique qui consiste à dire qu'un manager il doit être désincarné, il doit s'interdire d'aimer, s'interdire de faire confiance, s'interdire d'être dans l'affectif, que je pense qu'on fait vraiment fausse route par rapport à ça. Et la question de l'équipe, c'est ça. La question de la qualité, c'est ça. Quelle place on veut donner dans la santé à la relation humaine, à la relation affective, à la relation à l'autre, dans une vision qui ne soit pas une vision désincarnée. Je crois profondément à ça.
Alors, c'est passionnant ce que vous dites, c'est un peu révolutionnaire. C'est vrai que dans l'industrie, c'est des notions qui ne sont pas encore tout à fait apparues. Je pense que ça va être difficile, d'ailleurs, même pour un certain nombre de secteurs, de pouvoir les appliquer. Il y a quand même quelque chose qui m'inquiète, c'est que on voit d'ailleurs dans la presse et dans un certain nombre d'articles des gens qui disent « mais il faut qu'on retrouve de la bientraitance pour les malades ». Quand on a des équipes ou des journalistes qui font part de propos d'équipes qui disent qu'il faut peut-être quelque part qu'on s'intéresse à la bientraitance, c'est un tout petit peu inquiétant dans un système comme le nôtre, non ? C'est toujours pareil. Moi la façon dont je ressens les choses, c'est que on colle des abstractions partout. Vous voyez, des abstractions organisationnelles, financières, maintenant technologiques, où en fait, ces abstractions font qu'on s'éloigne de ce que c'est qu'une relation toute simple avec d'autres gens, avec une infirmière, avec un patient, etc. Et donc, maintenant qu'on se dit, on a loupé l'humain, on se dit, mais comment on va pouvoir attraper ça? Donc, on recolle à nouveau du process et des abstractions. Donc, vous voyez, par exemple, la QVT, pour moi, on touche le fond, quoi. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire, on essaye de mesurer le bonheur des gens. Et après, on se dit, ouais, l'année prochaine, on va se donner un objectif de gagner 3 points de bonheur supplémentaires. Et après, on se dit, ouais, mais c'est ça, être humain. Ah, mais si c'était ça, être humain avec sa femme, avec ses enfants, on se dirait, bon, chérie, j'ai mesuré objectivement le bonheur de la famille. D'ici l'été prochain, on doit gagner 3 points de bonheur. Ça va pas, ça. Ça va pas. En fait, moi, je crois que bien sûr qu'il faut des choses cadrées, bien sûr qu'il faut des choses objectivées, bien sûr. Tout ça, j'en suis convaincu. Mais il ne faut jamais oublier qu'à la base, il faut faire confiance dans les gens. Et la bientraitance, c'est un concept, on l'invente parce que justement, il n'y en a pas. Donc voilà, moi, je crois vraiment qu'il faut revenir à une sorte de bon sens. Et quand il y a ce bon sens, et dans la santé, on peut être emblématique de ça. Voilà. Et quand on revient à ce bon sens, à partir de là, les gens reconstruisent des organisations et des choses. Et c'est normal, il faut s'organiser. Mais il faut d'abord revenir à ce bon sens-là, sinon on l'oublie. Très bien. Raphaël Roger, vous avez une position très particulière. C'est d'être quand même le président de la fédération des URPS, donc le patron de toutes les URPS, on va dire de toutes les professions de santé dans votre région. Et vous êtes, je crois, la seule région où il existe une fédération des URPS. Il y a quelque chose qui est important, c'est que cette notion de qualité, elle va intégrer des médecins, elle va intégrer des infirmières, elle va intégrer des sages-femmes, des kinésithérapeutes, des pharmaciens, différents professionnels. Comment vous percevez déjà l'exigence de qualité ou l'intérêt de la qualité par rapport à ces différents acteurs de santé? Est-ce qu'ils sont tous focus sur le critère qualité? Et puis, quels sont les outils, quels sont les leviers que vous pouvez utiliser pour faire en sorte soit de les mobiliser, soit de les sensibiliser, soit de les former et de les accompagner sur la démarche qualité? Bon. Être président d'une fédération, c'est pas être le patron. C'est être le coordonnateur pour justement que toutes les URPS travaillent ensemble. Et c'est ça qui est le principal. On rejoint un petit peu le fait de s'aimer. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 infirmières libérales dans ma famille proche, 2 pharmaciens, quelques médecins, c'est un milieu que je connais bien. Je savais ce qui allait se passer quand on s'est rencontrés au début. Il n'y aurait pas un moment que les infirmiers et les pharmaciens allaient bondir au créneau et les autres beaucoup moins. On s'est parlé et surtout, moi, je leur ai offert des choses simples. Quand une URPS s'installe, elle est élue au mois d'octobre, elle reçoit son premier budget au mois d'août de l'année suivante. Il y a 1 an où ils n'ont rien. Bon, ils ont trouvé un lieu pour s'abriter, une machine à café, un accompagnement administratif pour faire leur démarche de déposer les règlements intérieurs, etc. etc. Et l'autre élément qu'on a pu avoir, c'est qu'on a discuté, on a été aidés en ça. Ces URPS sont arrivés, les autres URPS, l'URPS médecin existait depuis une dizaine d'années sous titre du RML, ils sont arrivés au moment où il fallait aussi se prononcer sur le PRS. Donc on leur a offert de la connaissance. On a partagé notre expérience, on a fait des groupes de travail sur le PRS. Petit à petit, on s'est aperçu que plutôt que de s'engueuler dans les réunions de l'ARS, comme on le faisait, où chacun tirait sa couverture, on discutait entre nous, on arrivait à se mettre d'accord, et du coup on arrivait à proposer une démarche commune. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et fort de cette expérience, au bout de 2 ans, on a mis en place la fédération. On a d'abord bu le café, on a ensuite travaillé sur le projet face à l'ARS, et après on a mis en place la fédération. Fédération qui nous permet aujourd'hui que quand on met en place par exemple du travail sur les qualités, là c'est ce qui se met en place sur certaines zones, c'est naturel que tout le monde vienne. On se voit tous les mois de toute façon. Donc les sujets sont abordés, sont mis en place et ça se fait
naturellement, comme ça se fait au sein du bureau de l'URPS, médecin, que je préside également. Donc le travail se fait très naturellement. Et dans certaines choses communes qui sont l'exercice regroupé, nous on essaye de mettre en place des CPTS partout. Chaque URPS convoque ses mandants aux réunions d'installation. Et puis chaque URPS prend son téléphone pour convaincre quelques personnes de venir aux réunions et de faire partie du groupe moteur initialement. On n'a pas à aller chercher les autres, c'est chaque URPS qui les apporte. Donc on est sur un exercice de groupe qui s'est mis en place d'une façon naturelle. Je crois que ce qui est important, c'est un, de se parler, et puis deux, d'arriver à se comprendre. C'est ce que je leur dis toujours, on a déjà au moins 80 à 90% de choses sur lesquelles on est d'accord. Faisons déjà ça, puis on verra ce qui reste. Hein. Mais commençons pas par nous heurter sur les 10% qui nous opposent, parce qu'il y a les tensions. Hein. L'URPS infirmier, à 2 reprises, a failli quitter la fédération. Bon, ils ont agité, puis les 9 autres ont dit, c'est pas compliqué, nous on reste, vous pouvez partir. Ah oui, et qu'est-ce que fait l'URPS infirmier toute seule alors qu'il y a 9 URPS à côté? Bon, ils ont dit, on réfléchit. Puis j'ai jamais reçu le courrier de départ. Jamais. Les différences de culture de professionnels, les différences de sémantique, de dialectique même au sein des professions, c'est un facteur d'enrichissement ou c'est un facteur de division au sein d'une fédération? C'est un facteur d'enrichissement si vous le voulez, c'est un facteur de division si vous voulez cliver. Je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est un facteur d'enrichissement, c'est-à-dire en particulier par exemple sur la démographie. Bon, nous on est en démographie médicale en dessous de la ligne d'eau. Hein. On est la dernière région métropolitaine. À côté de ça, il y a d'autres professions, dont les infirmières, qui sont bien au-dessus de la ligne d'eau. Et donc on s'aperçoit que très naturellement, alors que les médecins ne voulaient pas faire, ils s'aperçoivent que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et s'ils veulent s'en sortir, il va bien falloir avancer avec les infirmières. Il n'y a pas le choix en région centre. Nous, on n'a pas le choix. Ou alors il faut que tous les médecins qui s'embêtent un peu dans les autres régions viennent massivement chez nous. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. S'ils peuvent venir en Bourgogne aussi, ça nous arrangera. Hein. Très concrètement, Didier Simon, justement, ça me fait une belle transition par rapport à ce propos de Raphaël Roger. Concrètement, vous, le projet Santé Land, il s'est construit à partir de besoins qui étaient des besoins importants. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé et comment vous avez augmenté cette qualité, justement dans un travail transverse? Bon, oui, on va répondre à cette question. Moi, en préambule, d'abord, je vous dis merci. Parce qu'après l'après-midi d'hier, j'avais quelques craintes sur la qualité en santé et la qualité normative et déshumanisée qu'on a évoquée, et que le recentrage que vous avez fait m'a fait chaud au cœur. Ensuite, oui, donc la structure Santé Land, effectivement, elle est un peu la synthèse de tout ce qu'on vient d'entendre tout de suite. C'est-à-dire que c'est une aventure humaine d'abord prioritairement. Et que cette aventure, alors d'abord, j'en suis pas le directeur, j'en suis le président bénévole, déjà, et un président, comme vous l'avez bien dit, on n'est là pas pour commander, mais pour coordonner, d'accord? Et c'est une aventure intéressante parce qu'il faut gérer les structures, il faut gérer les hommes, c'est absolument passionnant. Donc on est parti effectivement d'une page blanche, on est parti d'un projet, d'un appel à projet national qui était les projets territoires de soins numériques. Et nous avons fait partie des régions qui ont été retenues au départ. Et on s'est retrouvé à mettre en œuvre effectivement un projet de coordination dans le système de soins. Et on a eu beaucoup d'avantages. D'abord, on est parti d'une page blanche. On était dans un territoire qui avait été assez imperméable à la politique des réseaux qui nous a pourri la vie pendant 15 ans. Et donc, personne n'avait des a priori sur rien. Tout le monde avait des idées sur tout. Le deuxième chose, c'est que ça a été une aventure humaine dans le sens où si on en est là, c'est aussi grâce aux URPS, infirmiers, pharmaciens, médecins libéraux, qui ont effectivement été les pivots du départ du comité de pilotage, mais aussi, pas que, aussi de la rencontre de gens qui étaient a priori pas faits pour se rencontrer, c'est-à-dire tout le médico-social. C'est-à-dire dans le comité de pilotage, il y a, parce qu'on n'en a pas trop parlé aujourd'hui dans la qualité en santé, mais vous ne pouvez pas faire de la qualité de soins si vous n'avez pas une prise en charge médico-sociale à côté. Et ça, je crois qu'il faut bien se le mettre en tête, et ça a été un des axes, vous le verrez tout à l'heure dans l'exposé.
Donc c'est la rencontre grâce aux URPS, donc moi je le dis, c'est pas parce que c'est une rencontre, c'est pas parce que toutes les URPS qui sont des médecins libéraux qui sont là, mais je crois qu'on a un pouvoir fort là-dessus. Et l'URPS des pharmaciens est venu de Nouvelle-Aquitaine, hein, je salue son président. Il est venu justement parce qu'il est dans l'aventure aussi. Et nous avons rencontré le médico-social, nous avons rencontré le monde hospitalier aussi, qui est venu dans cette aventure. Bref, je me souviens des premières réunions, c'était en 2015, où on s'est tous regardés un peu comme des chiens de faïence, parce qu'en fait, on ne se connaît pas du tout. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Donc, page blanche. Eh bien, on a travaillé, on a bossé, et on a structuré Santéland. Santéland, c'est une plateforme territoriale d'appui dont la dimension territoriale est le territoire de santé des Landes, du département des Landes. C'est une structure qui a pour but surtout, on est parti sur le plan basique, on est parti sur la notion de communication. Parce qu'on ne peut pas faire de la qualité en soins, on ne peut pas coordonner si on ne communique pas correctement entre nous. Donc, et la non-communication est source d'accidents de santé. Enfin bon, je ne ferai pas l'offense à Mme Courrèges de lui rappeler ça. Elle connaît parfaitement les chiffres, enfin, ou certaines études qui ont été faites là-dessus. Ce n'est pas négligeable. Et de coordonner correctement, c'est déjà de la sécurité pour le patient. C'est autour du patient quand même, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est la sécurité pour le patient, c'est la sécurité pour les intervenants, c'est de la confiance, c'est de l'efficacité dans les demandes respectives qu'il y a à avoir. Bref, c'est avantage, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, comme on dit. Donc on a réussi à structurer ça, à structurer un outil autour d'un outil de communication. On est parti sur un élément basique hein, au départ, c'est comme le Lego, quoi. Hein. On est parti avec un outil qui s'appelle qu'on appelle Globule, PACO ou Globule. C'est deux acronymes, mais c'est la même chose. Me demandez pas ce que veut dire PACO, parce qu'il y a longtemps que j'ai oublié dans ma tête ce que ça voulait dire, et que c'est l'outil Globule. Cet outil est en fait tout simplement un SMS sécurisé, quoi. Grosso modo, certifié santé, machin, enfin on est dans les règles, hein, dans la norme, on est de ce qu'il doit y avoir. Et donc on a utilisé cet outil comme outil de communication de base pour pouvoir amener de la coordination. Et tout cela autour du patient, d'accord ? Nos objectifs, c'est effectivement le cœur de métier que nous avons, c'est le médico-social, c'est la coordination médicale et médico-sociale. Des patients, alors on a défini aussi des mots, hein, il faut donner quelques définitions de mots pour qu'on soit tous d'accord de ce dont on parle, mais on était parti au départ pour des patients polypathologiques, donc on avait centré ça uniquement sur le domaine pur de la santé, et en fait on a parlé des patients complexes. C'est-à-dire qu'un patient complexe, il peut avoir un petit problème de santé et avoir des gros problèmes médico-sociaux, et ça va générer des tas de problèmes d'hospitalisation injustifiée, de soins injustifiés, d'incompréhension, etc. Donc, et vous pouvez avoir des patients qui sont des polypathologies, cancer, diabète, des pathologies lourdes, et puis qui à la limite sur le plan médico-social ne nécessitent pas d'accompagnement très lourd, mais c'est des patients complexes aussi qui nécessitent des prises de rendez-vous, des réassurances, la validation de chemins thérapeutiques, de parcours coordonnés, quoi, enfin pour parler de mots clairs. Donc nous, on s'intéresse à ces patients complexes. Donc c'est des patients complexes de tout âge. Hein, la population, c'est de la pédiatrie jusqu'au 4e âge. Le recrutement se fait de manière très polyvalente, c'est-à-dire que ça peut être le pharmacien qui délivre les médicaments en ville et puis qui s'aperçoit que le patient dit ben, « j'ai des problèmes, j'ai plus l'aide ménagère, machin, etc. » et qui s'aperçoit que c'est une situation compliquée, il n'y a pas de famille, etc. Il va appeler la cellule, puisque nous avons comme moyen, c'est un numéro unique, qui appelle la cellule et qui fait rentrer en file active ce patient et qui rentre dans le cheminement de coordination par rapport aux problèmes posés. D'accord ? Ça peut être l'infirmière libérale, ça peut être l'hôpital, ça peut être le médecin généraliste. En gros, c'est essentiel. La famille aussi, les aidants. Donc, mais en gros, c'est le gros wagon est fourni par le médecin traitant. Après, c'est les infirmières. Après, c'est les pharmaciens, grosso modo. Donc, c'est au final, oui, mais c'est pas par hasard. C'est ce qu'on appelle les soins primaires.
D'accord? On a parlé beaucoup de l'hôpital, on a beaucoup parlé de qualité de santé. Moi, j'ai retenu que dans les soins primaires, on était dans une flying blind. J'ai retenu cette phrase d'hier. Elle est merveilleusement vraie, ou malheureusement vraie, je ne sais pas comment il faut le voir, mais effectivement, on essaye de redonner de la vue à tout le monde, quoi. Hein, au travers de cette plateforme. C'est ça l'esprit, avec cette notion, et je le précise bien, d'humanité, puisque nous avons dans la cellule territoriale une plateforme téléphonique, donc, avec un binôme, une équipe qui est constituée d'une infirmière et d'une salariée en éducation familiale. D'accord ? Ce binôme gère, je vous la fais courte, mais gère un portefeuille de patients et gèrent toutes les problématiques qui peuvent se poser, font de la coordination, prennent des rendez-vous, appellent une ambulance, mais pas que. Hein. Et donc, font aussi, par exemple, pendant la période de canicule, on fait de la réassurance par rapport au coup de téléphone, surtout les personnes âgées, bien sûr, donc des gens ciblés, bien connus, qu'on réappelle, est-ce que ça va bien, est-ce que vous vivez bien, est-ce qu'il n'y a pas de problème, etc. Donc la cellule fait ça. Donc c'est notre cœur de métier, pour faire court, et ça nous a donné beaucoup d'idées, parce que le comité de pilotage de départ, il est toujours là. Il y a toujours les URPS, il y en a qui viennent se greffer, les kinés viennent se greffer, les orthophonistes viennent de se greffer, donc au final, tout le monde vient au fil de l'eau. On est dans une sorte de... ouais, ça fait un peu d'autogestion, de transversalité, etc. Et donc, on a décidé de créer un peu des modèles de fonctionnement un peu identiques au médico-social et de se diversifier. Parce qu'au final, quand vous avez une bonne idée, si vous ne mettez pas plusieurs offres à côté, d'abord, vous intéressez plus au bout d'un moment, et puis surtout, vous ne créez pas de l'usage. Et nous, on veut créer de l'usage au travers de cette coordination, de cette communication-coordination, qui sont les deux mots-clés. Et on a créé des files actives qu'on est en train de lancer, en particulier pour la chimiothérapie orale. C'est-à-dire que la chimiothérapie orale va se développer de plus en plus et nous avons deux problématiques. D'une part, des oncologues qui sont noyés, voire dans le burn-out dans certains secteurs, et des médecins généralistes qui pédalent à côté du vélo, c'est-à-dire qu'en oncologie, aujourd'hui, alors que ce sont souvent des patients polypathologiques, on ne les voit plus. Moi, j'ai l'histoire d'une patiente qui est décédée depuis cancer de l'ovaire métastasé, 50 chimios. Je l'ai vue que pour renouveler son ALD. D'accord ? Elle était complètement omnubilée, hospitalo-centrée. Elle pouvait avoir d'autres problèmes à côté. Ça a été négligé. Un autre cancer du rectum diabétique. On avait oublié qu'il avait un diabète. Il a été hospitalisé en urgence en diabéto avec 3,60 g de glycémie. Bon, donc c'est là où il faut recentrer les débats et cette schéma de chimio orale, c'est la file active, toujours sur le même modèle que le médico-social. C'est-à-dire qu'on reproduit le même fonctionnement. Là, pour le coup, on met des modes de fonctionnement où l'oncologue, en accord avec le médecin traitant, met un patient en suivi de chimio, font des échanges avec l'outil Globule sur le protocole de soins, sur la chimiothérapie, sur la pharmacologie. C'est en lien avec la pharmacie de l'hôpital, en lien avec, donc sont dans le groupe de discussion, on va dire, dans le groupe d'échange, le pharmacien hospitalier, l'oncologue, l'infirmière coordinatrice d'onco, le pharmacien libéral, le médecin généraliste et l'infirmière libérale si elle est dans le circuit. D'accord ? Et tous ces échanges sont modulables, c'est-à-dire qu'on peut intégrer les gens au fil de l'intérêt qu'on a autour du patient avec cet outil Globule. D'accord ? Il y a une traçabilité. On n'est pas dans la communication urgente, on est dans la communication générale, la réponse vue, reçue, si on n'a pas autre chose à mettre, ça ne prend pas beaucoup plus de temps et ça met de la traçabilité dans ce qui fait quoi, avec en particulier pour la chimio orale, ce qu'on appelle le parcours clinique, c'est-à-dire les tempos où chacun doit intervenir. D'accord ? Et on va modéliser ça avec les patients aussi multipathologiques, ça avec le CHU de Bordeaux. On a d'ailleurs déposé un article 51 que Mme Courrèges a très certainement vu et qu'on lui suggère de retenir avec le... Oui, je sais qu'il y en a des centaines, mais celui-là, c'est le dépistage. Je vous la fais court, après je laisse la parole.
On a été sollicité, ça c'est pas notre idée et c'était pas dans le cahier des charges de TSN de Santéland. C'est en fait le niveau 3, j'appelle ça le niveau 3, c'est-à-dire le parcours hyper spécialisé qui nous a contactés directement, hein, c'est-à-dire c'est 4 professeurs du CHU de Bordeaux et qui ont voulu mettre en place la coordination entre les soins primaires et le niveau 3, avec le niveau 2 intermédiaire, qui est le niveau hospitalier périphérique. Moi, j'appelle périphérique parce que c'était le nom de mon époque, ça a changé, maintenant c'est des GHT, etc., enfin, peu importe. Où on intègre tout le monde dans la boucle, c'est dépister dans les maladies chroniques quelqu'un qui a les premiers symptômes, et il n'y a que le médecin généraliste qui les voit. Ils partent du principe, eux, qui voient ces patients trop tard. À un moment donné, il faut donner des thérapeutiques qui coûtent 10 000 € par mois de traitement, alors que si on les met, par exemple, en rhumatologie sous méthotrexate, ça vous coûte 500 €, et en plus, ça coûte pas cher, et vous préjugez de l'évolution favorable de stabilisation de la pathologie si elle est dépistée précocement. Chose qui n'est pas faite aujourd'hui de manière structurée. Voilà. Donc on intègre ça, et c'est l'article 51. Merci, bon courage. Bon, il n'est pas tout à fait confraternel de faire de la propre publicité pour ses propres projets. Non, c'est très bien, au contraire, c'est passionnant. C'est tout à fait passionnant. On va passer maintenant aux questions avec la salle. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Benoît, est-ce que tu as une première réaction? Je crois que comme à chaque fois que j'entends Dominique Pon, il fait un effet massif par son côté disruptif et pourtant si simple. J'ai quand même envie de lui demander, mais peut-être la question s'adresse un peu à Cécile Courrèges, pourquoi on t'a confié, Dominique, le chantier de la e-santé et de la numérisation et pas celui des ressources humaines dans la stratégie nationale de santé? Parce que où est l'amour dans la numérisation? Bon, sans préjuger de ce qui va sortir, moi je pense qu'il y a un enjeu majeur autour du numérique, mais pas qu'en santé, en Europe et en France, pour impulser une vision du numérique qui soit humaniste. Ça me paraît évident. Aujourd'hui, en Europe, en France, on copie la vision anglo-saxonne, voire de la zone pacifique, du numérique, qui est une vision libérale, libertaire, mais pas humaniste. Moi, je crois qu'il y a vraiment une place pour l'humanisme dans le numérique. Pour moi, le numérique, si vous voulez, c'est une révolution qui est au moins aussi déterminante que celle de l'imprimerie de Gutenberg. Mais alors que l'imprimerie et Gutenberg, ça a été clairement à l'origine du siècle des Lumières, de l'humanisme, des droits de l'homme, on ne voit toujours pas très clairement en quoi le numérique aujourd'hui dans le monde porte une vision des projets et une ambition humaniste. Moi, je crois que s'il y a bien un secteur où on doit pouvoir donner une impulsion humaniste du numérique, c'est la e-santé. Et je crois qu'il y a énormément d'acteurs, beaucoup de start-up, beaucoup de professionnels de terrain qui ont envie que soit impulsée une vision humaniste du numérique. Donc moi, vraiment, je crois que la technologie, si on arrive à ne pas la rendre comme une abstraction de plus, désincarnée, qui remplacerait les êtres humains, voire transhumaniste, je pense que il y a vraiment de quoi créer de la valeur, créer une énergie, créer un élan. Tous les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, quand vous les interrogez en sortie d'école, d'ingénieurs de commerce, ils vous disent « Mon rêve, moi, c'est pas de gagner du fric. Mon rêve, c'est de donner un sens à ma vie. » Donc moi, je crois que dans la e-santé, il y a vraiment de quoi, en France, porter une vision politique qui soit centrée vers une sanctuarisation humaine de la relation soignant-soigné, des outils incarnés, pas désincarnés, mettre le paquet sur des choses qui rapprochent les aidants familiaux. Il y a énormément de choses à faire pour impulser une vision humaniste. Et là, on attirera des talents, on attirera de la créativité. Donc moi, je ne le vois pas du tout antagoniste, technologie versus humain. Je crois au contraire qu'il y a un enjeu majeur d'impulser ce type de modèle en France. Cécile, ce que dit Dominique aussi, c'est que l'innovation et l'innovation humaniste et numérique, elle ne vient pas tellement de l'administration, elle vient des acteurs, des start-up, des jeunes qui viennent d'ailleurs. Est-ce que l'administration est capable de laisser la place pour finalement... Mais tant mieux que ça vienne des acteurs. Par contre, je tiens quand même à préciser, tous les projets qui ont été présentés, ils sont soutenus par l'administration. Santéland est financé par l'administration.
tout le projet est accompagné par l'administration. Alors, je veux bien, hein, il est de bonne guerre en général de renvoyer l'administration à une image un peu caricaturale qui est là pour faire du texte, de la contrainte, etc. Mais tous les projets dont on parle ou on va parler dans la journée, en général, ils sont soutenus par l'administration. Après, la question, c'est de savoir si effectivement l'administration sait aussi se mettre en retrait et en accompagnement pour permettre que ce soit porté par les professionnels. Et c'est là où est l'enjeu et le changement de posture, où là, vraiment, on a une... Mais je pense que les professionnels qui sont ici, ils ont trouvé aussi une administration qui a su changer de posture et qui a su effectivement se mettre à l'écoute de leur projet. Sur le numérique, le projet Santéland, à l'origine, c'était un projet numérique, effectivement, parce que c'était territoire santé numérique. Et aujourd'hui, ce n'est plus un sujet numérique. C'est un projet d'organisation, c'est un projet de professionnel, c'est un projet aussi où le patient a complètement sa place. Moi, je vous invite à aller voir le projet. Hein. J'y suis allée et je remercie le docteur Simon qui m'avait accueilli. C'est exceptionnel. Passez simplement 1 heure sur la plateforme. Vous avez toute la vie de chacun qui passe. C'est des personnes qui appellent directement, qui en face d'eux ont un travailleur social, une infirmière, qui partagent elles-mêmes entre elles. En simplement 1 heure, vous avez toute la vie qui peut toutes les choses qui sont votre quotidien aussi et qui se posent. Par contre, le numérique, il a rendu possible ça. Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu le numérique, si on n'aurait pas pu faire cette plateforme. Derrière, ce qu'évoquait le docteur Simon, c'est juste un smartphone ou des tablettes. Hein. C'est dans les outils d'usage du quotidien que toute cette coordination, elle se fait. Il y a quelques années, voilà, c'était pas possible parce qu'effectivement, les outils numériques ne le permettaient pas. Et c'est pas avec des fax qu'on traite ce genre de sujet. Voilà. Et donc maintenant, le numérique, c'est ça qui permet. Et c'est un outil, c'est pas un objet en soi ou un objectif en soi. C'est un outil. Et passer à côté de ça, de tout ce que permet aujourd'hui le numérique, qui va faciliter la relation, qui va faciliter l'échange, qui va faciliter la coordination, là, ce serait vraiment une lourde erreur. Mais par contre, il ne faut pas retomber dans l'autre erreur, qui est de faire du numérique un objet en soi et un objectif en soi. Et on retombe effectivement, alors là, dans le lourd, le normatif, le cadré, en oubliant qu'au final, ce qui compte, c'est l'usage. C'est l'usage et le service qui va être rendu, l'échange que ça va permettre. Et là, vous avez une très très bonne illustration de ce que peut permettre le numérique quand il est au service d'un projet d'organisation ou d'un projet professionnel et pas d'un projet en soi. Alors, on va passer maintenant aux questions avec la salle. J'ai une première question ici. Bonjour, Dr Kowalczyk Christine, présidente de l'URPS Océan Indien, à 10 000 km d'ici. Je voudrais d'abord rebondir sur plusieurs personnes, sur Monsieur Pont. Il y a quelque temps, j'ai fait un congrès sur les perturbateurs endocriniens et j'avais présenté ce film qui s'appelle Wall-E. Alors, pas beaucoup de monde le connaissent, de 2008. C'était quand même un film qui était vraiment précurseur parce que ce petit robot nettoyait la planète que nous avions complètement polluée. Et donc, du coup, en fait, se mettait à la nettoyer et les humains étaient partis sur un vaisseau. Qui a regardé Wall-E ? Il n'y a pas assez de gens qui regardent la télé avec leurs enfants ici. Donc, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et donc, en fait, je disais que donc, ces humains partaient avec effectivement l'intelligence artificielle. Le robot, le commandant du bateau, qui est un ordinateur, prend la commande. Les humains sont transformés en obèses, assis sur leur fauteuil, sans aucune directive. Mais qu'est-ce qui sauve finalement l'être humain à la fin ? C'est l'amour. Parce que c'est l'amour finalement de ce petit robot avec la petite dame qui vient et qui récupère la plante. Et la plante est ramenée en fait sur l'ordinateur, ramenée en fait au vaisseau. Et c'est ce vaisseau en fait qui du coup empêche de rentrer sur Terre. Mais comme la plante revient, du coup effectivement ils peuvent revenir sur Terre parce qu'en fait on peut de nouveau mettre la nature et tout ça. Et à la base c'est juste que Wall-E voulait vraiment retrouver donc le robot qui avait pris la plante. Donc c'est l'amour qui a sauvé finalement l'être humain et c'est pas du tout l'intelligence artificielle. Tout ça juste pour dire que donc effectivement, alors sur le plan management, nous à La Réunion, nous avons créé TIPA Santé. Alors TIPA Santé, c'est pas une fédération, mais c'est une réunion des URPS. Et pourquoi TIPA Santé ? Parce que c'est TIPA. On va pas y arriver du jour au lendemain, mais petit à petit, on va y arriver. Donc c'est ça. Donc c'est les inter-URPS et je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Effectivement, c'est de la confiance entre nous, c'est de la coordination. Et s'il y en a qui veulent partir, ils partent, tant pis. Et puis, mais ils reviendront bien parce que seuls, ils n'y arriveront pas. Donc ma question à Madame Courrèges, c'est de savoir, on voit que l'offre de soins va de plus en plus vers l'ambulatoire. Donc pourquoi est-ce qu'on ne change pas votre nom en Direction générale de l'offre de santé, non de soins ? Peut-être qu'on parlerait peut-être plus de la santé. Et la deuxième chose, c'est, vous avez parlé d'équipe de soins primaires. Nous, à La Réunion, on parle plutôt d'équipe de soins ambulatoires. C'est ça ma question. Qu'est-ce que vous pensez plutôt d'une équipe de soins ambulatoires que de soins primaires ? Parce que dans l'équipe ambulatoire, vous avez les spécialistes, les généralistes, l'équipe de soins primaires est plutôt restreinte. Or, la santé,
dans l'ambulatoire, c'est l'ambulatoire. Moi, je demande que ça, hein, ce qu'on change mon nom. Déjà, on l'a changé, hein, parce que historiquement, c'était une direction de l'hospitalisation. Déjà, nous ne sommes plus une direction de l'hospitalisation, et je pense que ma présence ici témoigne que nous ne sommes plus une direction de l'hospitalisation. Mais je le répète régulièrement, parce que certains ont tendance à vouloir nous ramener à une direction de l'hospitalisation, sous prétexte que je gère tous les crédits qui vont aux hôpitaux. Mais effectivement, l'offre de soins, même ça n'a pas de sens. On ne parle pas d'offre. Moi, je ne raisonne pas offre. Ce qui compte à la fin, c'est la réponse en santé. Et après, il y a plein de dispositifs qui y répondent, qui s'organisent et autres. Mais c'est un nom effectivement extrêmement réducteur. Mais par contre, ça correspond quand même à une réalité, c'est qu'aujourd'hui, mon champ de compétences, il est hôpital et ville. Par exemple, je ne m'occupe pas de médico-social, alors qu'on a vu que c'est un enjeu majeur, que la personne, elle ne va pas se redécouper à la fin et on lui dit « Ah, là, vous dépassez le sanitaire, donc j'ai plus le droit de vous parler ». Mais malheureusement, il y a un peu de ça. Alors, heureusement, en région, on a réussi à dépasser ça avec les agences régionales de santé qui ont un champ, eux, extrêmement transversal. Mais oui, c'est une réalité. Après, la question ne m'appartient pas où je j'ai jusqu'à la compétence. Mais que vous entendez dire, merci de me le redire, que ce nom n'a pas de sens, je suis d'accord. Je ne peux que le partager. Mais voilà, elle s'appelle encore Direction Générale de l'Offre de Soins. Donc, je porte le nom qu'on me donne. Et après, pour soins primaires ou plus, oui, vous avez raison, c'est l'ambulatoire dans son ensemble. D'ailleurs, les projets sur les CPTS sont dans une démarche beaucoup plus global. Je pense que Dr Roger reviendra dessus dans la démarche Centre Val-de-Loire. On est très très vite sur des sujets qui dépassent effectivement uniquement la prise immédiate de proximité, qui renvoie aux relations avec les spécialistes, qui renvoie aussi très vite à la relation avec les autres secteurs, hôpital ou médico-social. Après, je pense que les termes, ils voulaient surtout à ce moment-là dire essayer de différencier ce qui relève vraiment du regroupement de quelques professionnels autour d'une prise en charge du quotidien, de ce qui peut après relever d'une prise en charge plutôt autour d'une patientèle un peu plus large, et puis après dans les CPTS d'une dimension vraiment de territoire. Voilà, mais ne nous focalisons pas sur les termes, parce qu'en plus on est très vite jargonnant entre nous, et que à la fin, je pense que ce qui compte, c'est les objectifs autour desquels on se retrouve. Les termes, ils ont de toute façon toujours vocation à évoluer, et en général d'ailleurs sur le terrain, vous leur donnez d'autres noms derrière, et tout le monde oublie que Santéland c'est une PTA à l'origine, et tout le monde va oublier que l'équipe de soins primaires qui a trouvé un nom plus agréable, elle se trouve avec un nom plus agréable qu'une équipe de soins primaires. Et on s'en moque. Nous, après, c'est que des histoires de circuit de financement ou de support juridique, c'est rien d'autre. Oui, Luc Duquesnel, médecin généraliste en Mayenne. Jean-Jacques Poipelet, quand il a ouvert hier les rencontres de labo, il a dit que la non-qualité avait un coût, mais Robert Sigal, le directeur général de l'hôpital américain, a dit aussi que la qualité avait un coût. Question que je voudrais poser à Cécile Courrèges, c'est au niveau des soins ambulatoires, je dirais peut-être hors établissement de soins. Est-ce qu'aujourd'hui, les modes de rémunération ont pris en compte le coût de la qualité? Première question. Deuxième question, quand est-ce qu'on va... La qualité, alors, il ne faut pas perdre le côté humain, il faut pouvoir l'évaluer quand même. Je pense que l'évaluation n'est pas forcément un mot tabou, et avec tout ce qu'on peut mettre dans l'humanisme dedans. Quand est-ce qu'on mettra l'accent sur le recueil des données, entre autres pour nous au niveau ambulatoire? Je veux dire, comment évaluer, comment travailler au niveau d'un territoire, évaluer ce qu'on fait, pour éviter d'ailleurs la problématique des réseaux dont Didier a parlé, évaluer ce qu'on fait, parce que quand on fait quelque chose, on est toujours persuadé que c'est très bien, on a la tête dans le guidon. Troisième, ce qui est plus une remarque, Didier, j'envie, ayant fait partie de l'équipe projet d'une plateforme territoriale d'appui départementale PALEX, c'est le système d'information que vous avez, parce que ce système d'information d'exercice coordonné, il est essentiel. Globalement, c'est l'outil, c'est partir de nos besoins, et vous avez l'outil qu'on connaît bien, Globule Paco. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les politiques telles qu'elles ont été menées au niveau national avec TSN, on peut se retrouver aussi dans des régions où des outils ont été créés, mais on n'est pas parti de nos besoins. C'est-à-dire que globalement, on nous demande d'adapter nos besoins de professionnels de santé à un outil on a vendu du rêve à ceux qui l'ont acheté, du rêve pendant 10 ans, l'outil dans 10 ans, mais aujourd'hui, on a les mains dans le cambouis et cet outil, on ne l'a pas. Et c'est vrai que c'est un frein au travail en équipe, de ne pas avoir cet outil, ce système d'information qui permet ce suivi du parcours de santé, ce que vous avez et tout dans votre région. C'est un vrai frein. Et aujourd'hui, on a encore à travailler. Quand on n'a pas cet outil, on est encore avec du Word, de l'Excel et tout le reste.
Juste confirmer effectivement qu'on est en train de travailler dans le cadre de la réforme du financement du système de santé, donc la mission de Jean-Marc Aubert travaille complètement à faire évoluer les modes de financement pour intégrer beaucoup plus la qualité, et ça concerne aussi bien l'hôpital et la ville, et d'ailleurs ou aussi les exercices conjoints, et c'est aussi le sens de certaines des expérimentations article 51 qui ont été lancées avec les appels à manifestation d'intérêt, tu le sais bien puisque tu as déposé toi aussi de projets. Donc, tu sais très bien que c'est rentré dans cet esprit-là, où justement l'idée c'est de pouvoir moduler beaucoup plus demain le financement à la qualité, soit en le prenant en compte la qualité avec une partie du financement qui serait complètement à la qualité, soit en modulant le financement final en fonction d'indicateurs, de l'atteinte d'indicateurs de qualité et de sécurité, parce qu'effectivement aussi derrière on doit pouvoir rendre compte que les organisations qui se mettent en place ont bien un gain de qualité ou ne se font pas au détriment de la qualité, parce que c'est dans les deux sens que ça joue, c'est-à-dire pour remplir d'autres indicateurs ou dans une logique qui pourrait être là productiviste justement, que ça se fasse au détriment de la qualité et de la sécurité. Donc l'enjeu aussi à chaque fois est de s'assurer que ce qui se met en place ne se fait pas pour d'autres objectifs d'optimisation ou autres, au détriment effectivement de cette qualité et de cette sécurité. Donc les nouveaux modes de financement qui sont en train de se mettre en place, soit à titre expérimental dans l'article 51 et demain dans le modèle qu'est en train de travailler Jean-Marc Aubert, donneront une place effectivement beaucoup plus conséquente à la qualité, soit comme un complément, un volet complètement intégré, soit pour permettre une modulation en intéressement ou inversement. Voilà, en minoration en fonction d'indicateurs de qualité et de sécurité, mais ce qui renvoie effectivement derrière à la possibilité aussi de la mesurer et aux indicateurs que tu évoquais, sans tomber dans l'usine à gaz, parce qu'effectivement on a une capacité de sophistication qui est extrêmement importante et forte, et dont on est tous coupables, hein, parce que très vite chacun veut rajouter son indicateur, donc on a quand même une responsabilité aussi collective dans notre capacité de sophistication, mais le but ce serait autour de quelques indicateurs simples, parlants, beaucoup plus aussi tourner vers le patient, vers le résultat et pas seulement sur le process, qu'on puisse faire rentrer beaucoup plus cette dimension-là demain. Ce système d'information, je ne reviendrai pas dessus, je l'ai redit, effectivement ça a été une des clés du projet Santéland, ça l'a rendu possible, et on voit aujourd'hui que c'est une dimension qui est aujourd'hui de plus en plus importante, mais on est pris aussi dans la tension entre d'un côté effectivement ces systèmes, ces outils, ces systèmes d'information qui répondent le plus directement à vos besoins, mais en même temps ne pas aussi à chaque fois, à chaque projet individuel, refinancer le même système. Comprenez bien qu'on peut aussi avoir cette préoccupation-là, surtout quand ces systèmes, à la fin, ne sont pas garantis comme communicants et interopérables. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une des difficultés qu'on a, qui est effectivement le défaut d'interopérabilité de communication des systèmes, parce qu'au final, la personne, elle se déplace aussi, et donc il faut que les informations qui la concernent ou la coordination qu'on veut organiser, elle puisse aussi suivre son parcours, quels que soient les lieux où elle peut se déplacer. Donc c'est aussi cette tension-là qu'il faut qu'on réussisse à résoudre. Mais si demain on réussit à avancer beaucoup plus sur l'interopérabilité, le sujet de savoir quel est le système d'information de base tombera beaucoup plus. Il y a encore autre dimension nécessaire. Toujours penser aussi l'intégration à vos logiciels métiers. Et là, c'est la relation avec les éditeurs qui est posée, qui est quand même un enjeu majeur. Parce que je crois, je ne sais pas si c'est résolu sur Santéland, mais je me souviens que quand j'étais passée, ce n'était pas intégré à vos logiciels métiers. Et donc ça, c'était une difficulté. Donc reposer sur la bonne volonté des professionnels qui croient en projet et donc acceptent une double saisie ou des systèmes parallèles, dans la durée, si on veut vraiment que ce soit l'avenir, ce n'est pas comme ça qu'on peut continuer. Oui, attendez, je vais permettre de compléter un petit peu. Oui, d'abord deux remarques sur l'évaluation. Effectivement, on a un outil. Bon, l'évaluation, on l'a fait. En fait, c'est le directeur de l'hôpital de Mont-de-Marsan qui a fait une évaluation sur le nombre de journées d'hospitalisation depuis l'ouverture de la plateforme. Et je ne vous rentre pas dans les détails méthodologiques, mais il a fermement affirmé qu'il y avait une réduction du nombre d'hospitalisations depuis l'ouverture de la plateforme. Ça, par les urgences. Donc il a perdu de l'argent. Donc ça, c'est la première évaluation. Le deuxième critère évaluatif qu'on a, on est assez primaire dans notre évaluation, mais bon, on fait comme on peut pas tout faire en même temps.
c'est l'usage qu'en font les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on a des chargés d'accompagnement qui ont mis tous les logiciels d'e-santé nécessaires pour rentrer sur la plateforme, mais ce n'est pas parce qu'on a équipé 70% des infirmières, 80% des pharmaciens et 59% des médecins que tous l'utilisent. Et en fait, on le sait après à l'usage. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de diversification. Il y a des médecins, par exemple, puisqu'en fait, les plus volontaristes, c'est les pharmaciens et les infirmières en termes d'usage. Les médecins sont plus réticents parce qu'ils estiment qu'ils font bien, qu'on n'a pas amélioré leur système, qu'au final, ils ne voient pas le plus que ça peut amener. Mais quand ils voient qu'il y a une sorte d'aspiration collective de travail en équipe qui s'instaure, ils sont bien obligés d'y aller. Et ceux qui ne veulent pas rentrer par notre cœur de métier, qui était le médico-social, on arrive à les faire rentrer. Par exemple, je parlais de la chimio orale, on en fait rentrer en chimio orale en usage Paco-Globule, alors qu'ils n'utilisaient pas la filière médico-sociale. C'est comme ça. Le dépistage des patients chroniques, on a eu une grosse adhésion sur la première expérimentation qu'on a faite de médecins qui n'utilisaient pas non plus par le biais médico-social. On est en train de mettre en place avec le SAMU le fameux mythe du patient remarquable, qui permet effectivement d'avoir une file active de patients communs, médecine de ville, SAMU, patients en soins palliatifs, polypathologiques qui sont un peu en situation précaire, etc. Et on est en train de mettre l'outil Paco Globule et la plateforme à disposition. On est en train de le structurer. Donc on est dans une sorte d'innovation et de créer d'usage avec les mêmes systèmes de file active. C'est-à-dire le médecin, il a sur son ordinateur, sur sa tablette ou sur son smartphone, il a les files actives oncologie, la file active médico-sociale. C'est comme les mathématiques modernes autrefois. C'est des ensembles avec des ensembles qui se regroupent. Il y a des intersections, il y a des patients communs, etc. Mais c'est l'organisation informatique, l'outil d'e-santé permet d'y voir clairement les choses et d'identifier clairement les choses et de retrouver tous ces chatons dans son ensemble, quoi. Donc, et c'est en faisant rentrer, moi, qu'un médecin généraliste rentre par l'oncologie, moi ça m'intéresse. S'il est pas rentré s'il est rentré dans l'oncologie, il viendra après dans le médico-social, il viendra dans le dépistage des maladies chroniques, il viendra dans ce système-là. Voilà. Donc c'est un système dynamique qu'on essaye de mettre dans ce sens-là. Oui. J'ai une question. Il y a un outil métier qui a été créé par les pharmaciens qui est tout à fait remarquable, qui s'appelle le DP, le dossier pharmaceutique. C'est une question par pure curiosité. Il faut reconnaître que ça, franchement, c'est un outil qui est un outil tout à fait exceptionnel et fait par la profession. Est-ce que vous l'avez couplé? Est-ce que vous vous en servez? Alors, je vais laisser la parole à mon ami président de l'IRPS des pharmaciens qui participe à l'aventure Santéland et qui va répondre avec plaisir. Merci Didier. Oui, au titre de l'URPS pharmacien et de la conférence nationale des URPS. Effectivement, nous, l'outil métier qui est le DP, sert de base dans les officines, mais il sert de base dans Santéland à travers le bilan pharmaceutique qui y est fait, avec une conciliation en état normal, le bilan pour les polypathologies, pour les patients fragiles, ou une conciliation vers l'hôpital, à l'entrée ou à la sortie. Et Paco Globule nous permet, en rapport avec le médecin hospitalier, le pharmacien hospitalier, de faire le bilan et d'éliminer ou de modifier telle ou telle thérapeutique constamment, basé sur le DP qui existe et ce que nous avons en remontée dans nos logiciels. Alors c'est vrai que Paco Globule n'est pas aujourd'hui totalement intégré dans nos logiciels. Quelque part, c'est une volonté affirmée des URPS de vouloir le mettre à côté parce qu'on voit que Paco Globule et que notre outil de communication interprofessionnelle et médico-sociale évolue énormément alors qu'on a un outil qui est un peu stabilisé. Je pense qu'après, l'API qui permettra le lien se fera naturellement. Merci pour cette précision, mais je crois que c'était vraiment une initiative de la profession qui était tout à fait remarquable, le DP, et qu'on doit à Isabelle Adnaud d'ailleurs. Oui, Maurice Bensoussan, URPS Occitanie. Juste peut-être quelques réflexions sur les mots qui font consensus, mais qui quand même, derrière ce consensus apparent, portent des contradictions qui me semblent importantes de pouvoir dissiper. Quand hier, Madame Le Guludec nous parlait de co-construction,
c'est vrai que c'est essentiel. Mais comment la rendre réellement efficiente, je sais que vous y employez, hein, sur le terrain autour de ces questions et, hein, que porte la haute autorité de la qualité et de la vraie co-construction avec les professionnels, tant aujourd'hui c'est un enjeu essentiel de la participation, notre participation, nous, médicale, à l'élaboration de ces outils. C'est pareil quand M. Dominique Pont nous parle d'amour dans le management et d'humanisme. La médecine aussi a beaucoup à avancer sur le fait de ne pas oublier, hein, ces valeurs humanistes. Et il ne faut pas oublier non plus que Dominique Pont représente quelque chose d'un peu exceptionnel, hein, dans le management des établissements, et un établissement aussi un petit peu spécifique et exceptionnel sur lequel nous sommes bien sûr très attentifs à Toulouse et en région Occitanie. On ne sait pas s'il représente le passé de la médecine et de l'hospitalisation ou l'avenir. Donc on aime penser que c'est l'avenir, mais ça n'est pas si simple. Et la question d'équipe aussi que Mme Courrèges abordait tout à l'heure en termes de qualité, c'est aussi un vrai problème, puisque certes aujourd'hui on voit apparaître des équipes en ambulatoire avec cette idée de CPTS qui pour l'instant séduit la profession et qui paraît être quelque chose qui est quand même un très bon engagement. Or la question d'équipe et de travail en équipe dans les établissements, notamment pour l'hospitalisation privée, est un véritable problème, parce qu'on ne s'est pas penché sur les apories du fonctionnement et des relations entre les médecins qui exercent en établissement privé et les propriétaires d'établissements privés, puisqu'il y a eu quelque chose qui a différencié ces deux entités. Et aujourd'hui, on raisonne comme si c'était la même chose. Or, ça n'est pas la même chose. Et les chiffres sont inquiétants, puisque 12 000 médecins en Occitanie, libéraux, 5 000 médecins hospitaliers. Chez les médecins libéraux, c'est à peu près moitié-moitié entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes. On imagine que les médecins spécialistes ont des liens extrêmement importants, non pas que les généralistes n'en aient pas, avec l'hospitalisation. Que l'on ne soit pas en mesure de clarifier la place de l'équipe médicale dans les orientations d'un établissement de soins, c'est extrêmement grave, et qu'on n'ait pas les moyens aujourd'hui de donner à ces équipes-là une réelle entité, c'est un vrai problème. Quand on voit aussi, par exemple, le CAQES met le doigt sur ces contradictions et sur ces difficultés de manière parlante. Donc on ne peut pas considérer que la question est réglée du travail en équipe. Et puis on en a parlé, bon, juste une incidence, mais ça c'est un peu habituel quand j'interviens, c'est-à-dire ARS, ARH. Donc nous, on a en effet un modèle où on est bien une ARS, aussi en Occitanie, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même une ARS extrêmement ARH, même si, bien sûr, elle affirme des prérogatives sur les soins ambulatoires et les soins primaires et les soins de la médecine libérale, mais on a beaucoup de mal à arriver à saisir les partenariats qu'on peut établir sur ce plan-là. Non, pas de commentaire. On passe à la question suivante, alors. Oui, bonjour, Bruno de Cotigny, journaliste pour l'agence de presse médicale. J'avais deux questions, une pour Madame Courrèges, peut-être un peu hors champ. Je voulais savoir où en était la mission IGAS sur les CPTS, s'il vous plaît, que vous aviez annoncé à la Paris Healthcare Week et dont le résultat a été attendu pour cet été. Et l'autre... Ah, pardon. Donc je répète la question. Je voulais savoir où en était la mission IGAS sur les CPTS dont les résultats étaient attendus pour cet été. Et l'autre question pour Monsieur Pont. Je voulais savoir si vous pouviez nous donner des exemples concrets de pistes d'humanisation du numérique en santé qu'on pourra retrouver dans vos travaux menés avec Madame Coury. Donc la mission IGAS pour la bonne connaissance de tous, c'était une mission d'appui auprès de la DGOS pour effectivement nous appuyer sur ce que pourrait être une stratégie de déploiement des CPTS. Ça faisait suite d'ailleurs à des échanges avec un certain nombre de représentants d'entre vous sur qu'est-ce qu'on attend des CPTS demain et comment on accompagne ce déploiement au-delà des initiatives déjà existantes pour leur donner plus de place demain dans le système. Donc les travaux sont en cours de finalisation et bientôt on va pouvoir partager les résultats de cette mission. Et d'ailleurs, je crois que les inspectrices, au mois de juillet, avaient eu des derniers échanges avec certains d'entre vous, justement, pour avoir un dernier tour de piste et d'échange sur ces sujets. Ça a été le cas aussi avec nous, bien sûr, et avec l'assurance maladie. Donc, on va pouvoir bientôt repartager sur les résultats de cette mission IGAS et ce qu'on a de façon plus globale, repartager sur comment, effectivement, on peut accompagner ces CPTS dans le cadre aussi, bien sûr, de tout le reste qu'on peut accompagner sur le champ ambulatoire
aussi autour des équipes de soins primaires, des maisons de santé ou des centres de santé ou tous les dispositifs d'accompagnement PTA et autres. Parce que je le redis, ça ne se substitue pas. Le but, c'est pas un objet qui prend la place d'autres objets. On a, je le disais, une panel de cadres qui favorisent l'organisation et le travail en équipe. Après, c'est aux professionnels sur le territoire, en fonction de leur contexte, de leurs appétences, de leur envie, de voir sur le quoi ils ont envie le plus de se mobiliser. Mais effectivement, autant on a des cadres aujourd'hui bien établis, notamment sur ce qui est les maisons de santé ou les centres de santé, autant sur les CPTS, on a besoin aujourd'hui, je crois que c'est à partager, d'avoir un cadre, beaucoup plus, par rapport au choix initial qui avait pu être fait de laisser la définition extrêmement souple, malléable. Mais si on veut aller plus loin maintenant, il faut qu'on se mette d'accord collectivement sur c'est quoi les attendus d'une CPTS, c'est quoi le minimum d'une CPTS. Encore une fois, en termes de services rendus. C'est ça maintenant aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut qu'on raisonne aujourd'hui maintenant en termes de services de rendu à la population, en termes de mission, et qu'on stabilise cette stratégie de déploiement. Donc on va avoir un rendez-vous à la rentrée assez vite sur ces sujets-là. À la question, est-ce que je peux donner des informations sur ce qui va être dit dans le rapport? La réponse est non. Oui, Rémi Sebat, URPS, médecins libéraux, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, merci Monsieur Pont pour votre intervention réjouissante, rafraîchissante sur l'humanisme et l'amour. J'ai la faiblesse de croire quand même que tous les professionnels de la salle sont des humanistes, parce que si ça ne l'est pas, ce serait vraiment très, très, très inquiétant avec nos diplômes. L'amour, évidemment, c'est ce que nous déployons depuis toutes nos activités. J'espère que mon intervention maintenant ne sera pas trop décalée. Mais c'est une question que je vous pose, Monsieur Pont. On a entendu qualité en santé, qualité de l'équipe, qualité de prise en charge, etc. Je n'ai pas trop entendu la qualité de vie du patient. Je n'ai pas entendu comment on travaillait sur l'évaluation de la qualité de vie du patient. Et je rapporte un des enseignements que j'ai eu dans les années 80 par le professeur Bernadou, qui nous disait en formation à Rion sur l'enseignement de la médecine générale, n'oubliez pas que le meilleur expert de la qualité de vie du patient, c'est le patient lui-même. Comment l'intégrez-vous, Monsieur Pont? Alors ça, j'adore cette question. J'adore. Je vais vous raconter en termes d'illustration une anecdote qui pour moi illustre parfaitement la réponse à cette question. Moi, je fais régulièrement Vie ma vie à la clinique, c'est-à-dire je vais passer la monobrosse avec les femmes de ménage, j'épluche les légumes en cuisine, je vais à la stériliser les instruments. Bon, quand je vais au bloc, c'est pas moi qui opère, d'accord? Et donc un jour, dans le cadre de mes Vie ma vie, j'étais invité par un service de médecine, par 2 aides-soignants, à passer une journée à m'occuper de toilettes au lit des patients. Et 2 aides-soignantes assez malicieuses me disent Monsieur Pont, on va aller faire la toilette au lit d'une dame, Alzheimer, alitée, avec des escarres, très algique, qui ne pouvait pas s'exprimer. Et donc, je ne faisais pas trop le malin quand même. Et pendant 10 minutes à peu près, dans un silence de cathédrale, je ne faisais pas le malin, on me demandait de tenir le mollet de la dame ou de tenir une fesse pendant que la toilette se faisait au lit. Et puis de façon très malicieuse, les aides-soignants m'ont posé la même question, vous qui nous parlez toujours de confiance, etc. Est-ce que vous avez remarqué que cette patiente, qui ne parle pas, a confiance en nous? Et là, j'étais comme un con. J'ai dit, non, je n'ai pas remarqué. Ils me disent, regardez quand même, cette dame, elle nous aide. Elle se penche, ses muscles sont relâchés, elle nous aide. Ce n'était pas le cas la semaine dernière, elle était très agressive, très tendue. Et est-ce que vous savez comment on a gagné la confiance de cette dame? Ce week-end, on a passé 2 heures à lui laver les cheveux et à la coiffer. On pense qu'on lui a redonné sa dignité. Et maintenant, cette dame, elle a confiance en nous. C'est ça la qualité. C'est ça la qualité de vie au travail. Alors bien sûr qu'il faudra être capable d'objectiver et de mesurer. Mais ça, c'est merveilleux. Et le fait même d'avoir été témoin de ça dans mon quotidien, ça m'a donné une énergie folle. Donc derrière, après, je vais pouvoir balancer du process, des indicateurs, répondre aux certifications. Mais mon moteur à moi, c'est ça. Et je crois que la vraie qualité pour les patients et pour les soignants, c'est ça. Oui, je fais un petit corollaire. C'est quand, par exemple, on va dans les EHPAD
Dans les EHPAD, vous avez des personnes âgées, dépendantes, etc. Vous n'êtes pas le médecin traitant de tous les patients de l'EHPAD. Mais comme on est dans une petite ville, on finit par connaître des gens qu'on a connus quand ils étaient en bonne santé, je veux dire, et qu'on ne reconnaît pas forcément dans leur 4e âge parce que les gens changent physiquement, etc. Eh bien, la règle que je me donne, moi, quand je vais dans les EHPAD, quand je vais soigner un patient, d'abord je dis bonjour à la cantonade à tout le monde. Et il n'y en a pas beaucoup qui disent bonjour quand ils rentrent dans une EHPAD. C'est tout simplement ça. Et je fais l'effort d'essayer de reconnaître des gens que j'ai connus dans leur vie active, que je ne soigne pas, je ne suis pas leur médecin traitant. Et en particulier à table, parce qu'on va souvent faire les visites, malheureusement, quand ils sont à table, pour des problèmes d'organisation, eh ben, on va dans la salle à manger, et puis s'il y a une table, je reconnais quelqu'un, ah bonjour madame, ou bonjour monsieur, souvent madame d'ailleurs, parce que les hommes, ils ne sont plus là, malheureusement. Bonjour madame, ou bonjour Yvonne, je lui fais la bise, je discute un moment, et ça donne vous regardez le regard des gens autour qui sont à la même table, et il y a une sorte de sourire, de rayonnement, de plaisir, de satisfaction. C'est des petits détails, c'est ça l'humanité, c'est ça les comportements qu'en tant que soignant on doit avoir. Et effectivement, c'est centré sur le patient, et des patients qui ne sont pas nos patients en plus. D'accord? Donc je crois qu'il faut revenir, comme on dit dans le Sud-Ouest en rugby, il faut revenir aux fondamentaux. Voilà. Bonjour, Jacques Breton, je suis vice-président de l'URPS Guyane. Déjà, je voulais quand même dire que la qualité a toujours été une obsession, je pense, de tous les médecins. Et je ne pense pas que ce soit un sujet totalement nouveau. On a tous eu à cœur la qualité, quel que soit notre mode d'exercice. Sur l'amour, je crois que d'abord, ce n'est pas uniquement l'amour, c'est l'émotion. Et l'émotion fait partie du système de gestion. Et ça fait partie d'ailleurs des systèmes de gestion d'Harvard et qui est mis à l'honneur maintenant. Donc, parce qu'on a vu que quand on développait l'émotionnel et pas l'émotionnel dans le sens péjoratif, que les gens étaient beaucoup plus performants et efficaces. Et ce sont des critères de Business Harvard de toute façon. Donc, et ça, c'est extrêmement puissant. Dans la région où je suis, et on aimerait bien atteindre le niveau d'un désert médical, parce que nous sommes très en dessous, j'ai beaucoup de difficultés à la restitution de... Oui, on est très en dessous. C'est un non-sens, c'est un néant médical d'ailleurs, comme disait mon collègue, avec la non-vérification des diplômes étrangers. Donc, ce que nous avons beaucoup de difficultés quand nous revenons des journées de la Baule, c'est le manque de simplicité des messages quand même à renvoyer aux médecins. Ils nous regardent avec des grands yeux, d'abord parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop d'acronymes. Et moi, j'aimerais qu'on prenne la décision, peut-être aujourd'hui, de stopper tous ces acronymes qui se succèdent les uns et les autres. Et je crois qu'il n'y a personne dans la salle qui serait capable de nous dire, en l'interrogeant directement, que veulent dire tous les acronymes que nous créons systématiquement. Donc déjà, nous sommes extrêmement sensibilisés au système organisationnel de la médecine. Mais imaginez nos confrères, publics ou privés. Ils nous regardent avec des grands yeux. C'est comme si c'était du cyrillique, ce qu'on leur dit. Donc, il va falloir qu'on ait quand même une simplification et qu'on arrête d'additionner sans cesse, à chaque session, quelque chose de nouveau. Et on a l'impression, il y a des expériences extrêmement passionnantes qui se passent dans toute la France, mais on a l'impression qu'il y a autant de systèmes de santé que de fromage en France, maintenant. Donc, il serait bon quand même qu'on ait quand même des messages de restitution beaucoup plus facile, parce qu'autrement, on a un décrochage aussi bien public que privé. Même s'il y a un hospitalocentrisme, je trouve qu'il n'y a quand même pas beaucoup de simplicité dans nos débats. On est tous d'accord sur les fondements, c'est-à-dire que la qualité, la performance doivent être constamment vérifiées. Ça, c'est une évidence. Par contre, je dirais que nos messages à transmettre me semblent un peu difficiles. Est-ce que quelqu'un veut interagir sur ce propos? Pour les acronymes, je me permettrai de vous envoyer le guide, parce que vous allez voir, vous allez en découvrir un paquet. J'ai encore une question, et puis après, j'aimerais bien que Laurent Houdard, qui est avocat, monte sur scène pour parler il est là, pour nous parler de la transversalité et des aspects juridiques. Merci, bonjour, Pascal Dureau, URPS, médecins libéraux, Auvergne-Rhône-Alpes. Pour répondre à Jean-Luc,
on peut développer des outils merveilleux. Faut-il encore qu'on ait une stratégie synchrone avec la RH régionale? Ah ben, je suis trompé, l'ARS. Excusez-moi, c'est un lapsus. Donc voilà, ça peut effectivement poser problème. En tant que médecin libéral, aujourd'hui, moi, je suis rémunéré sur des actes sur lesquels il n'y a aucune prise en compte de la qualité de ce que je fais. Et aujourd'hui, si on veut travailler sur la qualité, je veux dire, l'assurance maladie, elle a les critères de qualité. Elle connaît mon taux de retouche, elle connaît mon taux de prescription. Et à part que je prescris beaucoup d'actes infirmiers sur des personnes âgées ou beaucoup d'actes kinésithérapie sur des personnes âgées, elle sait me dire que juste que je suis 5 étoiles, alors c'est peut-être un critère de qualité, en prescription de soins infirmiers, mais est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce qu'ils sont redondants? Je n'en sais rien. Je veux dire qu'on a tous les critères de qualité. Donc aujourd'hui, si on n'utilise pas les outils qu'on a déjà et qu'on ne module pas la qualité dans la rémunération, c'est quand même la rémunération qui structure malheureusement la qualité de l'acte. Parce que quelque part, le fait de ne rémunérer que la quantité n'est pas suffisant. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, moi, c'est la réflexion que je fais. Dans le cabinet, on est 4, on a des infirmières à Zalé, enfin, on fonctionne comme une MSP. Et on a 4 médecins qui travaillent. Et sur les 4 médecins, on a des difficultés avec un confrère qui, effectivement, a du mal, nous, dans le critère qualité du cabinet, parce qu'on a nos critères qualité de fonctionnement dans le cabinet, puisqu'on a des internes, on tourne avec des infirmières, des internes, tout le monde a accès au dossier médical. Donc le critère de qualité numéro 1, c'est la tenue du dossier médical. Il faut qu'il soit parfaitement tenu, dernière ordonnance, les effets secondaires, les contre-indications, les antécédents, etc. Eh bien, on s'est donné ça comme modèle pour que les internes travaillent aussi dans de bonnes conditions. Quand ils sont en autonomie, il faut qu'ils aient une sécurisation dans ce qu'ils font. Eh bien, on a une consoeur, on a du mal à lui faire intégrer et elle gagne la même somme que nous, elle prend 25 € pour une consultation. Enfin, c'est exactement la même chose et il n'y a pas de critères évaluatifs, il n'y a pas de critères pour faire progresser. C'est un obstacle pour nous dans notre quotidien. Et effectivement, l'évaluation que l'on peut, ou l'auto-évaluation qu'on veut s'imposer déjà dans un cabinet, c'est compliqué. Alors si en plus on fait une évaluation externe, je ne vous dis pas la complexité. Et c'est pour moi pas la Sécu qui a les outils, enfin là je suis un peu en désaccord avec toi, qui a les outils suffisants parce que ce n'est pas les critères du nombre d'arrêts de travail que tu prescris ou le nombre, il y a des exercices, il y en a qui vont voir plus de dépressifs que d'autres, donc ils prescriront plus d'antidépresseurs que d'autres. Je veux dire, c'est difficile d'évaluer le qualitatif. Moi, je crois que le qualitatif en soins primaires, c'est déjà la communication qu'on a entre nous, quoi, dans le cabinet et avec les autres intervenants. Déjà, mettons des éléments fondamentaux basiques comme critères objectifs et facilement à mettre en œuvre et on pourra faire des dissociations de revalorisation par des forfaits, pas forcément une revalorisation du paiement à l'acte d'ailleurs, mais par une forfaitisation sur une évaluation objective. Merci beaucoup de cette réponse.